Bonjour, je m'appelle Olivier Rio, je suis gardien et passeur de crânes de cristal et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube de la magie des crânes de cristal. Et aujourd'hui, je voudrais vous raconter une histoire qui m'est arrivée il y a quelques années maintenant, une histoire où j'ai véritablement cru que les crânes voulaient que je perde tout. Très régulièrement, dans les conférences que je peux donner, dans les vidéos que je peux enregistrer, j'explique que le lien avec les crânes est un lien particulier puisque en fait les crânes savent ce dont on a besoin et vont nous permettre de vivre les expériences qui nous sont nécessaires pour nous permettre de grandir, d'évoluer, de nous libérer des mémoires du passé et également pour pouvoir manifester nos pleins potentiels et pour pouvoir réaliser nos vies telles qu'elles doivent être. Malheureusement, dans ce type d'expérience qui est proposé, très souvent les crânes vont nous proposer de vivre ce dont on a besoin, et ce dont on a besoin n'est pas nécessairement ce dont on a envie. Et c'est un point qui est important parce que parfois les gens, lorsqu'ils accueillent des crânes chez eux, ont tendance à considérer que du coup le crâne leur a porté malheur, il ne leur est arrivé que des problèmes et que véritablement les énergies portées par les crânes sont des énergies extrêmement négatives. Pourtant il n'en est rien, même si parfois, j'avoue, que les expériences qui sont proposées sont quand même extrêmement rudes et extrêmement déstabilisantes. Et donc je voudrais vous parler d'une des expériences que j'ai faites au moment où j'ai décidé de me mettre au service des crânes. Ça remonte maintenant à il y a un peu plus de 7 ans. À l'époque, j'étais donc sur Perpignan. J'avais un cabinet de coaching, de formation professionnelle, tout allait bien. Et puis, je décide de partir, comme j'avais l'habitude de le faire régulièrement, dans un monastère qui se trouve à côté de Castres, un monastère qui s'appelle le monastère d'Ancalcat, pour aller y passer un temps de retraite et de méditation en silence. Et j'avais emmené avec moi quelques crânes, alors que je ne montre pas, évidemment, je suis respectueux du lieu et des croyances que chacun porte. Mais en tout cas, je les ai avec moi et régulièrement, je vais ou dans le jardin, ou dans l'église, ou dans la petite église qui se trouve au sous-sol pour prendre un temps de méditation, de recueillement, d'introspection. Et puis, au cours de cette retraite méditative avec mes crânes, qui a été extrêmement forte, puisque là, j'avais vraiment décidé de faire vraiment 4 jours entiers de méditation, donc du matin jusqu'au soir. Et à un moment, je vais me placer donc dans une petite chapelle, une petite crypte qui se trouve au sous-sol du monastère d'Ancalcat, donc près de la bibliothèque, pour les gens qui auraient éventuellement l'occasion d'y aller. Et donc je me pose avec certains de mes crânes et puis vraiment je rentre dans une profonde introspection où à l'époque, effectivement, ma vie à Perpignan commençait à devenir lourde. Alors tout allait bien, mon cabinet tournait bien, j'avais du monde, j'avais beaucoup de clients, j'avais tendance à plutôt bien gagner ma vie. Donc tout allait bien, mais en même temps j'aspirais à quelque chose de différent, j'aspirais à quelque chose de plus simple, de plus proche de la nature, peut-être plus respectueux aussi de notre environnement, et dans lequel il y ait peut-être moins d'implications financières, parce que comme tout à chacun, évidemment, j'avais une maison avec un crédit, des charges, etc., etc. Donc évidemment, pris dans un engrenage où je me rendais compte que de plus en plus, j'étais obligé d'accepter des contrats de travail, ou en tout cas des contrats avec des partenaires qui n'étaient pas respectueux de moi et que j'acceptais moi simplement parce que j'avais des nécessités financières. Et ce décalage entre mes aspirations et puis ce que j'étais en train de manifester me posait un gros problème et je m'interrogeais du coup sur le sens que pourrait prendre mon existence et de ce que je pourrais faire et de ce que je pourrais faire autrement. Et donc je me place avec les crânes en méditation avec eux et je les interroge comme je les interroge régulièrement en leur disant voilà, moi mon aspiration c'est partir à la campagne, tout vendre, avoir une petite maison, un potager, quelques poules, et vraiment être au plus simple de ce qui est possible d'avoir, avec vraiment des besoins financiers minimums, et puis essayer d'être le plus autonome possible et de véritablement revenir aussi à l'essentiel, ce qui faisait aussi partie de l'expérience que je faisais dans ce monastère dans lequel je me trouvais, puisqu'en fait je me suis rendu compte au travers de ces retraites méditatives que ce qui était finalement le plus important, c'était d'avoir un toit sur la tête, d'avoir un endroit où dormir et d'avoir de quoi manger, et que pour le reste, finalement les choses se mettaient dans l'ordre très simplement, et que tout ce qui se trouvait à l'extérieur de ce monastère, finalement, ne représentait qu'une illusion. Et donc, je me place avec les crânes et je leur dis, voilà à quoi j'aspire et voilà ce que j'aimerais. Et à ce moment-là, je sens les crânes qui sont avec moi et j'entends une réponse qui est très précise. J'entends une phrase qui est très claire, très nette, alors qui n'est pas le fruit de mon imagination parce que véritablement, elle est extérieure à moi.
Voilà. C'est pas quelque chose, c'est pas une réflexion que je me fais, c'est pas quelque chose que je me remémore ou c'est pas quelque chose que je me dis pour essayer de me convaincre. C'est véritablement quelque chose que j'entends et qui vient de l'extérieur. Et c'est là où je fais la différence moi entre ce qui est véritablement, ce qui peut être de l'imagination, c'est-à-dire ce qui vient de moi, et puis ce qui est de la guidance et qui vient des êtres qui nous accompagnent et du monde de l'invisible. Et j'entends cette phrase extraordinaire qui me dit « Mais tu attends quoi ?» Et en fait, cette phrase est extraordinaire parce que je me rends compte à ce moment-là que je suis en demande, en quête de quelque chose, mais que je vais chercher à l'extérieur une solution, alors que la solution, elle vient de moi. Si vraiment j'ai envie de partir à la campagne, si vraiment j'ai envie de vivre, d'avoir un potager, d'avoir mes poules, d'avoir mes œufs, etc., il ne tient qu'à moi de tout vendre et de partir. Et en fait, je pense que comme beaucoup à ce moment-là, j'attends un miracle, c'est-à-dire j'attends, en gros, je ne sais pas, une apparition angélique ou une apparition mariale pour me dire, écoute, vas-y, vends tout et va-t'en. Sauf que ça ne marche pas comme ça, évidemment, puisque les guides qui nous accompagnent sont toujours profondément respectueux de qui nous sommes et de nos choix, et qu'ils ne sont pas là pour nous mettre sous dépendance, ils sont là pour nous aider à devenir des êtres vivants, libres et responsables. Et responsable, ça veut dire que quand on veut changer quelque chose dans notre existence, eh bien, il faut passer à l'acte. Et ça, c'est très souvent le plus compliqué, et je le vois au travers de toutes les personnes que j'accompagne au quotidien et qui ont des problématiques, qui ont des difficultés, qui ont des blocages, et qui vont travailler sur elles pendant très longtemps. Papa, maman, la famille, les mémoires karmiques, les mémoires akashiques, etc. C'est-à-dire qu'en fait, on passe un temps fou à essayer de comprendre pourquoi ça bloque, alors qu'en fait, parfois, le fait de débloquer une situation, c'est de simplement poser des actes qui vont nous permettre de changer la situation. Et vous verrez que, à force, on ne peut pas changer nos habitudes si on ne change pas quelque chose. Et pour changer nos habitudes, il faut parfois renoncer, il faut accepter de faire le deuil de ce que l'on a pour partir vers autre chose. C'est un inconnu qui nous fait tous tellement peur. Et je reviens en fait, alors j'ai la chance quand même à ce moment-là d'avoir cette guidance qui est très nette et en même temps cette phrase qui est d'une évidence folle, où je me dis, mais oui, ben évidemment, j'attends quoi? J'attends l'autorisation de qui? Qu'est-ce que j'attends? Et en fait, je rentre chez moi et j'interroge ma compagne de l'époque en disant, écoute, voilà, ça fait un moment qu'on a envie de faire ça. Qu'est-ce que tu en penses? Et elle me dit, allez, banco. Et donc, à partir de là, les choses vont se mettre en place très rapidement. C'est-à-dire que je me sens pris dans une espèce d'inspiration, véritablement, où je me sens mais totalement guidé. On a les travaux de la maison à terminer, il va falloir la mettre en vente, mais je sens en même temps dans ma guidance qu'il va d'abord falloir passer par une agence immobilière, mais que la vente ne se fera pas par l'agence immobilière, qu'il faut enclencher le processus, mais que la vente se fera en direct. Et c'est vraiment un ressenti que j'ai profondément à l'intérieur de moi. Et en même temps, il va falloir trouver un lieu où aller vivre, il va falloir trouver un lieu qui corresponde à nos aspirations, et ça, c'est pas simple non plus. D'autant plus que, je vais être tout à fait transparent avec vous, à l'époque, lorsque j'envisage donc de vendre cette maison, je sais à peu près l'argent qui va rester, et honnêtement, je ne vais pas aller très loin, je ne vais pas m'acheter une maison avec une piscine sur la Côte d'Azur, c'est une évidence, je vais m'acheter une petite maison qui ne va pas coûter très cher et qui sera dans des endroits où il n'y aura pas beaucoup de monde. Parce que je n'ai pas d'autres moyens financiers que là. Et surtout, je ne veux pas refaire de crédit immobilier, c'est-à-dire que je ne veux pas être à nouveau dépendant d'une banque ou de qui que ce soit pour mes choix de vie. Je ne veux pas que quelqu'un demain vienne à ma porte, taper à ma porte et me dire « Monsieur Rio, vous nous devez de l'argent, on va vous emmerder et puis maintenant vous allez accepter des choses qui sont inacceptables juste parce que vous avez des dettes. » Et donc mon idée, elle était très claire, c'est on vend, avec ce qui reste, on achète, mais on n'achète pas au-delà de l'argent que nous avons. Et donc, ça va nous permettre de démarrer une nouvelle vie, sans crédit immobilier, sans dette, et puis avec des charges courantes extrêmement faibles, et qui vont du coup nous permettre d'avoir des besoins financiers mensuels qui vont être extrêmement allégés et qui vont nous permettre du coup de pouvoir davantage gérer notre vie comme on l'entend. Et donc, en fait, tout va se mettre en place petit à petit. On finit les travaux, je mets dans une agence immobilière, je laisse une exclusivité pendant 3 mois, tout en sachant que ça ne se vendra pas pendant ces 3 mois-là. Et je préviens l'agence immobilière qu'au terme des 3 mois, je récupère, moi, la vente en direct et que je suis convaincu que la vente se fera de cette manière-là. Et c'est exactement ce qui se passe. C'est exactement ce qui se passe. Donc, on est à l'été, on finit les travaux, on met en vente à partir du mois de septembre, ça nous amène jusqu'au mois de décembre. Et au mois de janvier, je récupère la vente de ma maison en direct. Et en fait, on va la vendre très rapidement, c'est-à-dire qu'en fait, on la vend
courant du mois de janvier. Donc après, il faut effectivement le temps de faire les papiers, etc., etc. Et puis nous, il nous faut le temps de notre côté de trouver une maison. Donc mon envie au départ était de trouver une maison du côté de la Montagne Noire, puisque c'était une montagne qui m'inspirait beaucoup. C'était le lieu où je me rendais régulièrement dans l'abbaye, dans le monastère d'Ancalcat, qui est un lieu particulier que j'aime infiniment. Et donc je souhaitais pouvoir m'installer dans ce coin-là. J'avais réfléchi aussi à l'Aude, et puis j'avais réfléchi aussi du côté de Lourdes, qui sont des endroits qui, pour moi, sont énergétiquement tous porteurs. Et puis, en fait, on cherche, on regarde, on trouve rien qui nous corresponde. Et puis, un jour, on arrive ici dans l'Aveyron, c'est-à-dire qu'une fois qu'on s'est rendu compte que la Montagne Noire, ça passe pas financièrement, on va regarder un petit peu plus haut, on va se retrouver du côté de l'Albi, qui reste encore un petit peu cher, et puis on remonte et finalement on voit des annonces dans l'Aveyron qui semblent correspondre à notre budget, mais dont on n'est pas sûr que la maison soit vivable, habitable en l'état, puisque c'était aussi ça un des grands principes de base, c'était de dire si on achète une maison, il faut qu'elle soit habitable immédiatement, qu'on n'ait pas plein de travaux à faire et qu'on ne soit pas obligé d'attendre ou de se réendetter pour faire les travaux. Et puis en fait, c'est ce qui se passe. Et du coup, en fait, on arrive ici, on va se retrouver à l'Aubigny, qui est l'endroit où je me trouve encore aujourd'hui et depuis lequel j'enregistre cette vidéo. Et en fait, on va avoir le choix entre deux maisons. Et très vite, il va y avoir un coup de cœur pour la maison dans laquelle j'habite encore aujourd'hui. Et puis, les choses se mettent en place très rapidement. On fait une proposition d'achat qui correspond exactement à la somme qui nous restait et qu'on voulait mettre. Bref, tout se passe. C'est comme disait Hannibal dans l'agence touriste. J'aime quand un plan se déroule sans accroc, c'est exactement ce qui se passe. Et entre le moment où je fais cette retraite méditative dans ce monastère et le moment où on s'installe ici à l'Aubigny, il se passe exactement 9 mois. Voilà. Alors pour les gens qui ont déjà eu l'occasion de vendre, d'acheter, de finir des travaux dans une maison, je pense que vous mesurez la rapidité avec laquelle tout cela s'est passé. 9 mois de temps pour prendre la décision, finir les travaux, mettre en vente, vendre, conclure la vente, trouver autre chose, déménager, s'installer, c'est d'une rapidité considérable. Et j'ai eu l'absolue conviction que, évidemment, les crânes m'accompagnaient dans cette mission et que c'était grâce à eux aussi que ça se passait aussi vite. Et que si ça se passait aussi vite, c'est aussi parce que c'était juste. Et donc, effectivement, j'arrive ici dans l'Aveyron. Donc, à l'époque, je suis en couple. Et puis, en fait, ce qui semble être un nouveau départ se révèle être la fin d'un chemin et que nous décidons de nous séparer et je vais d'un commun accord rester dans la maison en rachetant ma part évidemment. Mais donc du coup je me retrouve dans cette maison. Alors effectivement je n'ai pas de crédit, j'ai des charges financières mensuelles qui sont très faibles. Bref, ça commence à ressembler effectivement à ce que j'avais prévu. J'ai un jardin, je peux faire un potager, je vais avoir des poules, etc., etc. Et puis là, première dégringolade, donc évidemment c'est cette séparation qui était évidemment pas prévue, mais qui en même temps était logique au regard des années précédentes. Mais c'est quand même un coup moral, évidemment, c'est un échec, c'est une évidence. Et en même temps, arrive dans ma boîte aux lettres un courrier de Pôle emploi de Perpignan, puisqu'à l'époque j'étais à mon compte, et je reçois en fait un courrier de Pôle emploi qui m'explique qu'au tout début, quand je me suis installé, en fait ils se sont trompés dans les indemnités qu'ils m'ont versées pour m'accompagner à la création de mon emploi, et que je leur dois 3 000 €. Ouais, vous imaginez, c'est quelque chose qui date d'il y a plusieurs années, et qui n'est pas de ma faute, c'est-à-dire je ne me suis pas trompé moi dans mon déclaratif, j'ai véritablement déclaré ce que je gagnais, donc et en fait il y avait un système de calcul automatique, et donc Pôle emploi m'a versé pendant 2 ans, je crois, des indemnités pour compenser l'écart entre le chômage et puis ce que je gagnais, etc., etc., le temps que mon emploi me permette de vivre. Et donc c'est exactement ce qui s'est passé, sauf qu'ils se sont trompés. Voilà. Ils se sont trompés, et donc je reçois en arrivant ici un courrier de relance de leur part me disant « Vous nous devez de l'argent et nous vous obligeons, enfin nous vous contraignons à nous rendre cet argent immédiatement. » Et ils avaient même obtenu un jugement du tribunal qui leur permettait en fait de faire pression sur moi, de mandater un huissier, etc., etc. Alors je vais être honnête avec vous, je ne suis pas du tout au courant de la procédure, c'est-à-dire je découvre cette procédure qui a eu lieu contre moi alors que j'étais joignable, il n'y avait pas de souci, et je pense que si je l'avais découvert plus tôt, j'aurais sans doute pris les devants. Mais là, je découvre l'intégralité de ce qui se passait au moment où j'arrive dans l'Aveyron. Donc je découvre qu'ils me poursuivent depuis quelque temps, qu'ils sont passés au tribunal, que je ne suis pas au courant. Bref, un truc un peu fou, mais je me dis, c'est pas grave, voilà, ce sont des choses qui arrivent.
je vais négocier avec l'huissier et puis on va trouver un arrangement, je vais pouvoir payer en plusieurs fois pour faire en sorte que tout ça s'arrange et puis que les choses s'arrêtent. En fait, en 15 jours de temps, ils vont bloquer l'intégralité de mes comptes. Effectivement, ils m'envoient les huissiers pour faire l'inventaire du mobilier que j'ai chez moi. Je me retrouve face à un huissier qui me dit « Mais de toute façon, moi je ne suis pas là pour négocier avec vous, je suis là pour récupérer l'argent. Donc, vous pouvez faire absolument ce que vous voulez, ça ne sert à rien, je ne vais pas négocier, c'est où vous me donnez les 3 000 euros, maintenant, tout de suite, ou je vais saisir vos meubles et votre maison, je mets tout en vente et je vais récupérer l'argent et vous aurez tout perdu. » Et là, je me dis, mais c'est pas possible. Et puis vraiment, je suis plutôt dans, je vais accueillir, je suis à la recherche d'une solution. Et puis, il m'était arrivé précédemment d'avoir des soucis, d'avoir affaire à des huissiers, et ça s'était toujours très bien passé. C'est une profession qui est plutôt à l'écoute et bienveillante, et dont l'intérêt est plutôt de trouver une solution, et pas du tout de mettre une pression. C'est pas du tout des services de recouvrement, comme là on peut connaître, où là c'est absolument une horreur, et qui vont même sortir du cadre légal pour mettre une pression de dingue. Et en fait, avec les huissiers, en général, ça se passe plutôt bien. Voilà, quand on est de bonne foi et qu'on cherche avec eux une solution, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Et je vais, mais vraiment, alors du coup, je vais commencer à me battre comme un fou. Pas du tout pour réclamer qu'on retire ma dette, mais juste pour dire, accordez-moi ne serait-ce qu'une négociation, un échelonnement, un paiement 10 fois, en 2 ans, enfin, peu importe, mais en tout cas, quelque chose qui va me permettre de faire face à cette dette, même si évidemment au fond de moi je considère que la dette n'est pas juste, mais bon, je ne veux pas non plus me battre contre l'administration, mais au moins laissez-moi trouver une solution. Et en fait, je me heurte à des murs, et des murs, et des murs, et des murs. Je vais jusqu'à écrire au conseil de l'ordre des huissiers pour leur expliquer la situation. Je reçois un courrier dans lequel on me dit on n'interviendra pas, c'est régler ça avec votre huissier, c'est pas notre problème. Et je me retrouve confronté à des murs, et des murs, et des murs. Mes comptes sont bloqués, tout est bloqué. Je me retrouve absolument sans argent, je me retrouve évidemment avec la peur au ventre, et tout ça pour 3 000 euros. Ce qui est certes une somme importante, mais c'est pas non plus le bout du monde. Enfin, c'est pas comme si j'étais endetté de plusieurs centaines de milliers d'euros. C'est 3 000 euros. Voilà. Qui sont négociables, me semble-t-il. Rien. Rien. Je n'obtiens rien, et je vais me battre pendant des semaines et des semaines et des semaines à m'en rendre malade. Et puis, je vais être honnête avec vous, je commence à monter en moi un profond sentiment d'injustice, où je me dis, mais putain, j'ai fait tout ce qu'on m'a dit. Les crânes m'ont demandé de me mettre au service, ils m'ont demandé de créer une association, ils m'ont demandé de ne pas avoir d'implication financière avec eux, ils m'ont demandé de ne pas être dans une approche vénale, ils m'ont demandé d'avoir une approche la plus éthique possible pour pouvoir transmettre autour de moi ce qu'est la philosophie des crânes et les enseignements. J'ai accepté de tout lâcher, de tout abandonner, de tout vendre pour ne plus être impliqué financièrement et qu'il n'y ait pas de risque pour moi, effectivement, de transformer ma mission en quelque chose avec un but commercial. J'ai fait tout ce qu'on m'a demandé. Tout. Je quitte Perpignan, où je vivais depuis 20 ans, où j'avais tous mes avis, où j'avais des liens sociaux extrêmement importants, où j'avais plein de gens autour de moi pour me retrouver à Lobig, que j'aime infiniment, mais on est 10 à l'année. On est loin de tout. Pour ceux qui sont venus, vous savez à quel point ici c'est extrêmement calme et en pleine nature, et en même temps c'est un peu isolé. Moi qui avais toujours vécu en ville, je me retrouve à vivre à la campagne, que je ne connais pas. Les premiers temps sont un peu compliqués. Quand je sors la nuit, j'ai peur d'être attaqué par des loups. Vous voyez, moi j'ai toujours eu l'habitude d'être dans un centre-ville avec des éclairages toute la nuit, il peut rien m'arriver, de toute façon on voit ce qui se passe. Et là je me prends, mais vraiment, un sentiment de profond dégoût et d'injustice totale. Et je me dis, mais c'est pas possible. Enfin, je ne peux pas m'être laissé guider autant pour à la fin me faire berner. C'est pas possible. Voilà. Et donc je me mets en colère et je me bats et j'engueule les crânes et je vais les voir en leur disant, mais vraiment, vous attendez quoi de moi? Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Est-ce que véritablement, il faut que je perde tout? Est-ce que le fait d'avoir une maison, c'est encore trop? Est-ce que vraiment, il faut que je me dépouille au plus haut point pour quasiment adopter une posture monacale? C'est ça que vous attendez? Que je renonce absolument à tout? Et vraiment, ça me met dans une colère terrible. Vraiment, parce que je trouve ça injuste. Et puis, ça vient taper dans mes failles, dans mes peurs, dans la peur de l'inconfort, dans la peur de l'insécurité. Je suis un être humain. Voilà. Donc évidemment que l'idée de tout perdre, me retrouver clochard à la rue,
me terrifie. Et puis, pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis un amoureux des chats et que j'ai toujours des chats avec moi. Et que, à ce moment-là, ma plus grande inquiétude, c'est de me dire, mais qu'est-ce que je vais faire de mes chats? Voilà, je vais pas les donner, je vais pas les confier, je vais pas les abandonner. Comment est-ce que je peux envisager une vie nomade avec des chats? Et puis, une fois la colère passée, je prends du temps pour essayer de méditer. Je fais même appel à un voyant, à un médium. Je crois qu'il me reste 60 euros à l'époque. Et ces 60 euros-là, je vais les mettre dans un médium qui est alors a priori un des plus grands médiums de France. 60 euros, c'est le prix pour 10 minutes avec lui. Et on fait une séance ensemble. Alors, il ne doit pas être si fort que ça parce que je le paye, il décroche. Il me dit oui, je suis disponible si vous voulez, on le fait maintenant. Donc, je donne mes derniers 60 euros. Et la première chose qu'il me dit, c'est qu'il me dit est-ce que vous vous rendez compte que vous avez fait la connerie de votre vie? Et là, je sais qu'il a tort parce que je sais que ce qui m'a guidé profondément jusqu'ici, c'est une foi absolue et que je sais que ça n'est pas une connerie. Par contre, effectivement, il y a quelque chose qui m'échappe. Donc les derniers 60 euros que j'avais, je les perds effectivement avec ce médium, dont je tairai le nom, par courtoisie, et puis je vais être honnête, son nom m'a complètement échappé. Et en fait, je vais rentrer dans l'introspection, c'est-à-dire ce que je sais faire. Je vais rentrer en méditation, profondément, pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et en fait, je me rends compte en méditation que, bah oui, le fait de posséder, d'avoir une maison, d'avoir une voiture, de posséder, est quelque chose qui me rassure et que du coup, bah, je ne suis pas forcément encore complètement libre. Je me suis libéré de plein de choses, mais je ne me suis pas complètement libéré de tout ce qui est possession. Et j'utilise le terme possession, c'est pas pour rien. Ce que nous possédons nous possède. Et ça, c'est vraiment la phrase que j'ai reçue. Ce que nous possédons nous possède. Et quand j'utilise le terme de possession, je sais très bien le terme que j'utilise et je sais très bien à quoi il renvoie. Et il renvoie effectivement aux forces de l'ombre. Et je prends conscience de ça, je prends conscience que finalement, ma mission qui est de transmettre la philosophie des crânes, et que la philosophie des crânes, c'est une philosophie de liberté, et ben en fait, j'y suis pas encore. Voilà. En fait, je me suis libéré de beaucoup de choses, mais pas de tout. Et donc là, je vais vraiment rentrer dans une méditation profonde d'acceptation de la possibilité pour moi de tout perdre. Vraiment. Et ça va être long, ça va être difficile parce qu'il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de peur. Et puis finalement, j'arrive à un point, à un moment, à un point d'équilibre où à l'intérieur de moi, je sens le c'est ok. C'est ok. J'ai déjà tout quitté, j'ai déjà tout vendu, je me retrouve ici, je suis à nouveau célibataire. Bon, j'ai déjà tout perdu. Est-ce que finalement c'est si grave si je perds encore plus? Et en fait, arrive en moi cette espèce d'apaisement, de tranquillité, de sérénité, où je me dis, bah non, parce que finalement, si je perds tout, je vais être encore plus libre. Et du coup, peut-être que je vais pouvoir prendre mon sac à dos, finalement, et partir faire le tour du monde. Et vraiment, c'est ce que je me dis. Et je me dis que peut-être que finalement, ce qui m'attend, c'est peut-être encore mieux que ce que j'ai là. Parce que je vais peut-être partir à la découverte du monde. Et ça, cette idée-là me plaît beaucoup, et cette idée-là me donne beaucoup d'enthousiasme et me donne beaucoup d'énergie. Et à l'intérieur de moi, je sens vraiment quelque chose qui s'apaise. Vraiment. Je sens quelque chose qui s'apaise à l'intérieur de moi, et je sens que j'accepte la situation. Et ce soir-là, je m'endors apaisé en me disant, ok, si je dois tout perdre et que les huissiers doivent tout me prendre, ils garderont les 3 000 euros que je leur dois, plus les frais, hein, évidemment. Et puis, bah, moi, je garderai le reste. Et puis, bah, le peu qui restera, ça va me permettre de partir, m'acheter mon premier billet, et je partirai faire le tour du monde. Et peut-être que c'est ça, mon destin, et pas du tout de rester ici, à Lobig, et de me mettre au service des crânes. Le lendemain matin, vraiment, je vous jure que chronologiquement, c'est ça. Le lendemain matin, coup de téléphone, Pôle emploi Rodez me téléphone en me disant « Monsieur Rio, on a regardé votre dossier, on s'est rendu compte qu'il y a une erreur dans votre dossier. » Je me dis « Oh putain, je viens d'arriver. À un moment, il faut se calmer. On s'est rendu compte qu'on vous devait de l'argent. Est-ce que vous pouvez nous envoyer votre RIB pour qu'on puisse vous faire le virement ?» Ok. Bon, j'entends ça, ça fait, à ce moment-là, ça doit faire 3 mois hein, que je suis à Rodez, pas plus. Donc à ce moment-là, je ne touchais rien. Je ne touchais plus rien puisque du coup, j'avais quand même encore toujours un peu d'activité. Et donc, j'envoie à Pôle emploi Rodez mon RIB. Donc, pour ceux qui savent, hein, parfois la lenteur des administrations à gérer nos dossiers, je reçois l'après-midi même
copie d'un ordre de virement de Pôle emploi Rodez, c'est-à-dire que la personne qui m'a contacté le matin a traité mon dossier dans la matinée même et me fait l'après-midi même un virement sur mon compte bancaire de 3 000 euros. Et là, quand je vois arriver la somme sur mon compte, je vous assure que je suis à la limite de m'évanouir. Je rappelle immédiatement Pôle emploi Rodez en leur disant, écoutez, est-ce que vous êtes sûr? Parce que la dernière fois qu'on m'a fait le coup, ça s'est quand même mal terminé. Est-ce que vous êtes absolument sûr de votre calcul, de ce que vous me devez, de la somme que vous m'avez versée? Et là, le conseiller me dit, oui, oui, absolument, on a tout recalculé, on a repris votre dossier depuis 2 ans, on a vérifié, effectivement, il y a eu une erreur, on vous doit 3 000 euros, donc on vous les donne. Et là, je me dis, c'est complètement dingue, c'est complètement dingue. Donc évidemment, je prends cet argent et je l'envoie immédiatement à l'huissier, en lui disant, voilà, je vous rembourse les 3 000 euros, on clôture le dossier. Le soir même, réponse de l'huissier, nous avons bien reçu votre argent, nous vous confirmons que nous clôturons le dossier, que vous ne nous devez plus rien. Je crois qu'ils m'ont fait cadeau de certains frais, etc., etc. Mais en gros, ils venaient de récupérer 3 000 euros. Et là, je ne vais pas vous mentir, je suis atterré. Atterré. Bon, déjà atterré administrativement. Hein. Ok. Comment est-ce que l'un peut me faire un procès pour 3 000 euros que l'autre me dit me devoir? Bon, on ne va pas polémiquer là-dessus. Ça faisait partie de l'expérience. Mais surtout, je comprends encore moins l'expérience. Donc le soir, je me remets à méditer avec les crânes en leur disant, mais je crois que vous vous foutez de ma gueule. Hein. Je vois que ça. Je viens de passer 3 mois d'enfer à me battre comme un chien pour au final, hier, accepter de lâcher prise et de tout perdre. Et aujourd'hui, je récupère tout. Mais c'est une blague. Je ne vois pas ce que ça peut être d'autre. Forcément, c'est une blague. Et là, comme ça m'arrive de temps en temps, j'entends cette phrase incroyable qui vient de l'extérieur, qui me dit « Nous ne voulions pas que tu perdes tout, mais que tu acceptes l'idée de tout perdre. » Et là, ce jour-là, j'ai compris une des grandes leçons des crânes. C'est qu'en fait, les crânes veulent toujours le meilleur pour nous, mais ce qui nous complique la tâche, ce sont nos propres résistances et notre incapacité à nous laisser porter par le flux. C'est les peurs, c'est ce besoin de se battre. Alors, est-ce que j'aurais pu faire mieux à cette époque-là? Non, évidemment pas. Je ne peux pas imaginer voir les huissiers débarquer, leur dire « Oui, allez-y, pas de problème, allez-y, prenez tout, il n'y a pas de problème. De toute façon, je m'en fous, je m'attache à rien. » J'étais pas capable de ça à cette époque-là. Est-ce que je le suis aujourd'hui? Je ne suis pas sûr. Si ça devait m'arriver à nouveau, je pense que je ne le vivrais pas bien. Par contre, j'ai vraiment compris cette leçon avec cette phrase magique qui est « Tout ce que nous possédons, nous possède ». Et ce jour-là, ce que les crânes m'ont permis d'expérimenter, c'est que le fait qu'à un moment nous renoncions à posséder des choses, nous permet aussi de nous libérer des énergies qui nous empêchent de manifester notre liberté et de manifester pleinement qui nous sommes. Voilà, je voulais vous partager cette expérience parce qu'elle est forte et je pense qu'elle parlera à beaucoup d'entre nous. Parce que nous sommes tous dans notre quotidien en permanence comme ça, confrontés à des choix, confrontés à des expériences plus ou moins difficiles. Celle-ci ne me mettait pas en danger véritablement. Elle me mettait dans une position d'extrême inconfort. Et vous imaginez à quel point j'ai dû lutter contre cette expérience-là pour au final me rendre compte de tous les bienfaits qu'il y avait derrière. Et je pense que pour chacun d'entre nous au quotidien, eh bien c'est un peu la même chose. Nous passons notre temps à nous battre pour éviter de perdre des choses ou pour éviter que les choses ne bougent. Alors que peut-être qu'en acceptant de lâcher prise, parfois sous le coup de la contrainte, et de nous remettre au flux de la vie et de l'énergie, à nous remettre à nos guides et à leur faire confiance, peut-être que la vie serait un petit peu plus simple et qu'en tout cas, on dépenserait moins d'énergie à essayer de se battre contre quelque chose qui parfois est inévitable et qui parfois est juste là pour nous transmettre un enseignement extraordinaire. Voilà, je voulais partager avec vous cette histoire, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager évidemment. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être tenu informé des prochaines méditations et des prochaines vidéos qui sortiront. Et en attendant, n'hésitez pas, il y a plein de vidéos aujourd'hui sur ma chaîne. N'hésitez pas à aller les consulter. Et si vous avez besoin, n'hésitez pas, vous pouvez me joindre également directement. Je me ferai toujours un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à très bientôt.
Au revoir.